Nous terminons ce débat sur la pénalisation des clients et qui est remise en cause aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Je pense que là aussi, on a quasiment fait le tour. Simplement, c'est toujours pareil, si tu mets le doigt dans l'engrenage, tu dis pénalisation des clients, mais tu fais quoi du film porno? Tous les arguments que vous avez dit, je pourrais les utiliser pareil, je pourrais dire qu'il faut interdire le porno. Mais philosophiquement, l'industrie du porno est une industrie sur laquelle il y a aussi énormément de choses à dire. Ce n'est pas parce qu'elle existe et parce qu'elle génère de l'argent qu'elle est quelque chose de moral. Et vous disiez tout à l'heure, Pascal, que c'était l'argument moral qui vous gênait, mais quand on parle de questions éthiques liées à la marchandisation du corps des femmes, à la marchandisation du sexe, nous sommes forcément dans quelque chose de l'ordre de la morale. Ce que vous oubliez, ce qui m'ennuie dans votre raisonnement, c'est que ceux qui sont les principaux concernés, que ce soit les jeunes femmes dans les films porno, que ce soit les prostituées, souvent, pas toutes forcément, mais elles disent on le fait parce qu'on le veut. On le veut bien, alors après on peut dire elles sont pas libres de le faire. Une catégorie de prostituées endettées à vie par des filières d'immigration clandestine et de traite des blanches et qui sont sur le trottoir droguées pour travailler dans le froid et qui ont des clients qui sont nos compatriotes français, des hommes qui vont acheter leur misère à un tarif pour la nourriture. On est d'accord. Je trouve que c'est normal qu'ils soient Mais sur le porno par exemple, quelle est votre position? Ma position sur le porno, c'est que d'abord c'est conçu pour les hommes, n'est-ce pas? Donc le porno est très peu démocratique, je dirais, dans le sens où il n'y a pas un porno conçu pour les femmes, ou alors très peu, ou alors très peu. Ce n'est pas ce qui fait vivre l'industrie. Les homosexuels femmes regardaient des films porno. Je veux dire, il y a des films porno. Il y a beaucoup de femmes qui regardent le porno. Évidemment que les femmes aussi regardent. Il y a beaucoup de gens qui regardent le porno en famille. Très peu de réalisateurs. En famille, c'est peut-être pas l'expression qui convient. Je sais pas, le 24 décembre. En couple, mais pas en famille. Regardez un petit porno. Je voulais dire en couple. Je pense. Et le couple, c'est le début de la famille. À un moment donné, on ne regarde plus le film. Généralement, quand un couple en arrive là, mais malheureusement, oui. Mais pourquoi pas, pour relancer un peu de la libido? Tout est bon pour garder la libido dans un couple. Mais tout est évidemment que tout le monde dans les limites évidemment de la légalité. Mais pourquoi moi, je suis pour une pluralité des médias. Bien sûr. Oui, les femmes regardent le porno. Mais malheureusement, les films porno ne sont pas conçus pour les femmes, mais pour les hommes. Je suis désolée de faire ma féministe de base. Il y a peut-être quelques réalisatrices qui travaillent. Si un film porno était destiné aux femmes, eh ben, on montrerait beaucoup plus le corps masculin, les mains, par exemple. Les femmes sont intéressées par d'autres parties du corps que celles que l'on montre en gros plan traditionnellement dans les films porno. Vous êtes séduite par les mains, Zineb. J'aime les belles mains des messieurs, quand elles sont Le fétichisme. Vos penchants festives. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà, bon. Mais c'est vrai que si le réalisateur porno dit tiens, je vais vous faire un film sur les mains, il va peut-être pas faire. Vous voyez, c'est pas a priori le. Mais je reviens sur la famille. Mais en revanche, je suis d'accord avec vous. Pascal, je reviens sur la famille. Ah oui, c'est important. J'ai entendu une statistique, je me souviens plus du chiffre, mais c'était extraordinaire, le nombre d'enfants ou d'adolescents qui, à 12, 13 ont tous vu des films porno. Les sexologues disent que c'est à 8 ans. La moyenne, c'est à 8 ans. Parce que découvrir la sexualité à 12 ans à travers le porno, attendez, il y a beaucoup de choses qui sont responsables. Il y a le cinéma, mais il y a aussi les chaînes de télévision. Il y a beaucoup de monde là. Non, mais là, c'est pas ça. C'est même pas les chaînes de télé, parce que les chaînes de télé, il y a des codes. Voilà, mais sur Internet, évidemment, on est tous parents d'ados. Et en plus, c'est des questions un peu tabous, parce qu'on n'ose pas trop poser ces questions, parfois, etc. De dire, t'as vu un film porno, et effectivement. Voilà, les gosses à 11 ans, 10 ans et avant, hélas, et c'est vrai que je vous rejoins, c'est pas une image. Nous, on regardait le jeune Fabre à la télévision et on était romantique quand on avait 10 ans. Il y en avait quand même qui disaient Emmanuel. Emmanuel c'était très convenable. La couverture de lui suffisait à créer nos émotions. C'est vrai. Les merveilles de Paris Hollywood. Ah oui. Je vois que. On sent qu'on ravive un peu des émotions. Les merveilles de Paris Hollywood, mon petit madame. Mais il n'y a pas de nostalgie. Vous voyez, nous les femmes, on aime plus l'amant chinois, par exemple, le film. L'amant chinois. Ça c'est plus, voilà. L'amant de Marguerite Duras. Tout à fait, voilà. Vous voyez, c'est le genre de choses qui plaisent aux femmes davantage que le porno avec des scénarios débiles. Les femmes préfèrent l'érotisme à la pornographie, c'est vrai. Le concret. Oui, j'adore quand vous avez
des grandes généralisées, écoutez, comme ça, les femmes sont comme ça, les hommes sont des monstres, les hommes sont libidineux. Nous sommes des pornographes. David Hamilton, Bellitis. Parlez pas de David Hamilton. Non, là, s'il vous plaît. Pardon, effectivement. Voilà, là, le retirer de la liste. Alors, prenons Jules Jacquin. Voilà, et c'était des films érotiques qu'a fait Emmanuel et d'autres. Voilà. Les femmes aiment l'érotisme plus que la pornographie. Bon, c'est pas dire où est exactement la frontière entre l'érotisme et la pornographie. C'est très simple. Ah bon Comment tu as des films interdits aux moins de 16 ans qui sont des films érotiques et à partir de 18 ans, on va plutôt vers la pornographie. L'érotisme suggère et la pornographie révèle dans sa crudité. Voilà. Bon, je sais que vous avez vraiment pas envie de parler de l'actualité, mais bon, excusez-moi, j'ai des sujets un peu sérieux en magasin, parce que là, vous êtes parti sur Jackie Michel, et on va parler des nouvelles modalités du grand débat. Comme vous le savez, et il y avait présentation hier du comité avec Pascal Perrineau, notamment, qui est un de nos confrères. Qui est c'est un politologue. Politologue, effectivement. Donc, c'est vrai que demain, d'ailleurs, Emmanuel Macron participera à la 3e réunion autour d'un déjeuner. Vous le voyez, d'ailleurs, Pascal Perrineau, toujours extrêmement classe. Et il précise ce que sont les garants. Il fait partie des 5 garants. Comment bien sûr, comment vont-ils... Il y en a au moins 2 que j'aime bien. Canivet, j'imagine. Perrineau et Canivet. Voilà. Et les 3 autres, vous les je ne les connais pas. Si, il y a la présidente de la Isabelle CNIL, Falk, elle est très bien. Qui Isabelle Falk-Pierrotin. Et puis les 2 autres, c'est fallait je bon, merci de... Et il est à première vue... Gérard s'est rendormi. Pascal... Mais c'est normal, à quelle heure vous levez le matin? Pascal Perrineau, écoutons-le. Le collège est bien sûr une instance indépendante qui ne reçoit d'instructions de personne, qui ne rapporte à personne, si ce n'est à l'ensemble de nos concitoyens. Bon, là c'est clair. Simplement, le changement de cap du grand débat, puisque Emmanuel Macron demain, ça ne sera pas pendant 7 heures face à des maires. Et à première vue, il n'est même pas sûr qu'il y ait les télévisions. Il n'y a pas de télévision. Jusqu'à hier ou ce matin, on pensait qu'il pourrait y avoir. À première vue, ce ne sera pas filmé. Eh bien, écoutez, voyez ce reportage de Anthony Favali juste avant, pour faire la passerelle avec le précédent débat sur le porno. Et on évoquait effectivement que les jeunes enfants regardent des films porno. C'est Jean-Pierre Versini, que je salue régulièrement, puisqu'il nous écoute tous les matins. bon Maître Versini. Ah oui, vous l'avez eu face à vous, Maître Versini? Non, j'ai jamais eu cette chance, mais c'est un ami. Je corresponds parfois avec... C'est pour ça qu'il est ami, c'est parce que vous ne l'avez pas eu en face de vous. Non, mais il ne m'aurait pas gêné, pas plus que je ne l'aurais gêné. Et les petits paysans de 4 ans qui voyaient tous les animaux de la ferme s'accoupler, me dit-il. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça n'a rien à voir? Ah bon, d'accord. Bon, merci. On écoute Anthony Favali. C'est des leçons un peu sauvages, là. Fini les interminables débats devant plusieurs centaines de maires. Pour la 3e confrontation d'Emmanuel Macron avec les élus locaux, l'Élysée veut changer de format. Quelques dizaines de personnes seulement autour d'un déjeuner. Et cette fois dans un lieu de pouvoir, la préfecture de Valence. Le président de la République va s'entourer des présidents de l'Association des maires de France de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les maires ruraux, c'est les maillons essentiels de ce grand débat national, mais il fallait renouveler l'exercice. En gros, dans l'entourage du chef de l'État, on s'est dit 1 fois, 2 fois, 6 heures à chaque fois, c'est peut-être trop. Il faut plus cibler, davantage couper les interventions du président de la République pour ne pas lasser. Un nouveau format qui laisse sceptiques certains experts en communication. Moi, ce que j'aurais effectivement conseillé au président, c'est avant tout de dialoguer avec les Gilets jaunes directement et pas encore de passer par les élus locaux. On va voir ce que va donner ce changement, mais je ne suis pas forcément convaincu encore de la forme. Néanmoins, pour la première fois, le président se retrouvera face à l'un de ses plus farouches adversaires, Laurent Wauquiez. Le chef de file des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes répondra présent à l'invitation d'Emmanuel Macron pour, dit-il, que les sujets les plus tendus ne soient pas mis sous le tapis. Bon, la question forcément qu'on se pose, c'est trop de Macron, tue le Macron, trop de débat, tue le débat. Ça, c'est une vraie question pour le coup. Mais la réponse est dans votre question. Trop de com, tue la com aussi. Donc, et je parlais tout à l'heure de débat mania, vous m'avez un peu reprise, mais je pense qu'effectivement, et si ce que dit Gérard Leclerc est confirmé, qu'il n'y aura pas de
caméra de télévision dans le débat de demain du président de la République, c'est une excellente chose. On n'est pas obligé de s'exposer en permanence. D'abord, je ne crois pas que trop de débats tuent le débat, en l'occurrence, parce qu'il ne faut pas oublier que ce grand débat national a été imposé au président de la République par les Gilets jaunes. Donc il ne l'a pas voulu et il crée un dialogue dont les 2 premières représentations ont été magnifiques sur le plan démocratique. Il a totalement raison de changer le mode, parce que sinon on aurait considéré que ça devenait une sorte de rituel un peu monotone et vide de sens, et donc j'approuve totalement ce qui est prévu. Oui. Moi, aussi, question que je me pose, parce que Macron tue le Macron, en l'occurrence. Et on revient... S'il avait continué dans ce sens, moi je craignais pour lui qu'il continue à faire toutes les semaines le numéro qu'il a fait 2 fois. La première fois c'était formidable, j'ai dit ici c'est époustouflant ce qu'il a fait. Bon, la deuxième c'était déjà un peu moins époustouflant. Quoique les maires ont été plus... Non, mais moi je m'interroge beaucoup parce qu'on en veut beaucoup Emmanuel Macron, alors que ce sont les chaînes télé qui rediffusent. Emmanuel Macron, il peut faire sa vie politique. Pourquoi est-ce que toutes les chaînes d'info, rediffusent cette heure de débat? Mais si l'Élysée ne voulait pas que les chaînes d'info diffusent... Christine, je vais vous répondre pour une raison. Pour une seule raison. Oui. Une seule raison, ça intéresse les gens. D'accord. La télévision, c'est une télévision de la demande, plus que de l'offre. Donc les gens, c'est une demande. Les gens ont envie d'écouter le président de la République. Et après, les gens sont en train de critiquer Emmanuel Macron parce qu'il parle trop, saisir le CSA parce qu'il parle trop, etc. Donc je veux dire, il pense que sur les temps de parole, etc. Et c'est pas stratégie de com, même si je ne m'aventure pas à parler de stratégie de com en présence de spécialistes, mais je pense que la parole gagne à être mesurée, à être donnée de façon non pas homéopathique, mais de façon contrôlée. En effet, faire des débats, enchaîner les débats de 7 heures, ça risque d'abord de banaliser les débats, de banaliser les paroles, de le fatiguer physiquement. Ceci étant dit, j'aimerais faire trop de Macron tue le Macron. Je dirais, regardez en Algérie, là, ce qui se passe, trop de Bouteflika ne tue pas forcément le Bouteflika, bien qu'il ne soit pas. Comme symbole de la démocratie, absolument placé Bouteflika, qui se présente pour un 5e mandat alors qu'il n'est pas mort, mais on n'est pas sûr qu'il soit vivant. Oui, mais l'exemple de Fidel Castro ou de Bouteflika n'est pas forcément l'exemple de la démocratie. On va marquer juste une pause simplement. Christine Kelly, vous avez parlé tout à l'heure du CSA. Il y a un nouveau président au CSA qui commence demain. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. D'abord, on le salue parce que son travail va être Roch-Olivier important. Combien de temps ça, le mandat? Mandat de 6 ans. 6 ans. Mandat de 6 ans. Il est nommé à partir de ce soir minuit, il va prendre ses fonctions. Et c'est vrai qu'en parlant d'Emmanuel Macron, le CSA a été saisi par rapport à son temps de parole, mais il faut rappeler que là, les Européennes, le décompte des Européennes ne va commencer que le 14 ou 15 avril. Et pour l'instant, on est hors campagne. Étiez au CSA. J'étais au CSA. Vous aviez été alors la pile 10 ans. Vous aviez été nommé dans jour pour jour, il y a 10 ans. J'ai été nommé par le Premier ministre ou par le président? Par Gérard Larcher, qui était président du Sénat, qui était président du Sénat, sur proposition de Gérard Larcher. Mais on se demande comment on est nommé dans ces cas-là. Ça m'intéresse. C'est parce que vous aviez demandé. Alors en 30 ans de CSA, je suis la seule de l'histoire à ne pas avoir demandé à être nommée. La seule. Bravo. La seule. J'ai pas demandé. Donc vous n'avez pas fait comme à l'Académie française les visites de courtoisie? Pas du tout, pas du tout. En revanche, même là pour être nommée, j'ai eu beaucoup d'appels. Christine, est-ce que vous pouvez m'aider? Comment est-ce qu'on fait? Je dis voilà, je sais pas faire parce que j'étais. Alors attention justement, on sait qui va être président, on sait qui va être nommé. Roch-Olivier Mestre. Roch-Olivier, c'est son prénom. Roch-Olivier, c'est son prénom. Mestre, qui était à la Cour des comptes et qui a été l'initiateur de la loi de 1986 qui a fondé justement toute la loi de l'audiovisuel. Non. Je sais pas du tout. Alors, on va marquer une pause, mais vous savez ce qui m'a frappé, moi, parce que c'est intéressant d'ailleurs, dans cette période particulière. Et franchement, je lui souhaite bon courage. En plus, il va nous regarder, etc. Mais c'est un énarque. Oui. C'est un énarque. Et c'est ça qui m'a... Il vient de la Cour des comptes, comme vous le dites. Oui. Et c'est ça qui m'a amusé dans cette société. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, en plein moment là où on parle parfois de la haute administration, etc., il a nommé un énarque. Et tout à l'heure, le nom de Michel Cotta est venu sur la table. Michel Cotta, elle a été présidente de la haute autorité qui avait été créée en 1980. C'était une personnalité de l'audiovisuel. Absolument. Et là, c'est les... je pense qu'il va être parfait, Roch-Olivier Mestre. Je ne lui fais pas de procès d'intention. Mais c'est un énarque. Et effectivement, dans notre milieu de l'audiovisuel,
Alors, il connaît manifestement, puisqu'il a été avec François Léotard. Hein, il a été François Léotard, il connaît le sujet. au cabinet de François Léotard. Mais c'est intéressant que quand on nomme quelqu'un en France, c'est un énarque. Et là où je suis d'accord avec vous, moi qui ai été au CSA, ça a beaucoup manqué d'avoir plus de journalistes, plus de personnes, ou bien d'animateurs, de producteurs, de personnes de l'audiovisuel pour comprendre les médias, pour faire évoluer. On est à un moment charnière, donc c'est capital. Et lui, au moins, il connaît un petit peu l'audiovisuel, un tout petit peu. Alors, il faut espérer quand même que les gens qui soient nommés connaissent bien. Bonne chance à lui, en tout cas. Il ne connaissait pas l'audiovisuel avant. Bonne chance. Bon, bonne chance à lui, en tout cas, et à tout de suite. Notre émission, on peut parler de tout. On a parlé de Marlène Schiappa et de Cyril Hanouna. On a parlé du grand débat. On a parlé de la pénalisation des clients en matière de prostitution. On a parlé du CSA tout à l'heure. On a parlé des films pornographiques. C'est une sorte de grand débat, c'est une agora le matin qui est autour de la table. Et là, on va parler du flashball, puisque manifestement, le ministre Castaner l'a dit, le flashball, ça va sans doute évoluer. Voyez ce sujet de Valérie Aknin. C'est le sujet de controverse depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. L'utilisation du lanceur de balles de défense par les forces de l'ordre aurait fait 4 blessés graves à l'œil, selon le ministère de l'Intérieur. Un bilan largement sous-estimé pour le collectif militant des Armonlés, qui en a recensé 17. Face à cette polémique, Christophe Castaner propose une solution. J'ai demandé que dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Ces caméras ne filmeront cependant pas en continu. Les policiers devront les actionner au moment où ils utilisent des LBD, si les conditions le permettent. Je mets comme seule réserve un moment de réaction où ils seraient bousculés à terre, etc., où évidemment, je ne leur en voudrais pas d'utiliser une arme de défense qui est une arme de défense. À ce jour, l'IGPN a été saisi de 81 enquêtes. C'est plutôt une bonne réponse. Non, moi je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas parce que c'est encore une fois une façon de mettre la responsabilité chez le petit policier de terrain qui déjà est relié à un poste de commandement de sa hiérarchie qui normalement devrait le guider mais qui souvent se retrouve abandonné sans visibilité globale sur ce qui se passe dans la zone où il intervient. Donc vous vous rendez compte, ces policiers qui font des vacations parfois de 20 heures sans manger, qui travaillent tous les week-ends qui sont tellement impopulaires dans l'opinion parce qu'on les accuse effectivement d'être violents, etc. En plus, on va leur dire, c'est à vous d'activer une caméra avant de balancer votre truc parce que la responsabilité, elle est finalement en bas de l'échelle. Non, je pense que la hiérarchie policière devrait prendre ses responsabilités. Christine et après Philippe Bilger. Je trouve que c'est un excellent compromis. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a, ils disent 17, mais on a au minimum, selon le décompte de Libération, 14 personnes qui ont perdu un œil avec le flashball. Une arme à feu de catégorie B, une balle qui va à 300 km/h. Des gens qui sont la personne visée. Même s'il y a un viseur, la personne visée n'est pas forcément la personne atteinte. Je pense que, ou bien on désarme les policiers, ce que demande le défenseur des droits et depuis longtemps, ou bien on met cette caméra qui permet justement de justifier les tirs. Et ça, c'est un excellent compromis. Déjà, j'ai toujours trouvé discutable, depuis le début de la révolte des Gilets jaunes, le parallélisme qu'opéraient les médias entre les violences inadmissibles de quelques gilets jaunes et la légitime riposte des policiers. Premier point. Deuxième point, maintenant, ça fait 15 jours qu'on ne parle plus que des policiers. Il faut voir les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à user du flashball. Ils devraient viser les jambes, la poitrine et en effet parfois la tête. On raisonne comme si délibérément il l'avait fait. Il faut voir les heures de tension, de harcèlement. Je suis d'accord, mais il peut y avoir, s'il y a des bavures, elles sont inacceptables. C'est pas des bavures. On a défendu les policiers. Et surtout, Pascal, la volonté permanente des policiers d'échapper au pire a créé une tension. Je suis d'accord. Ça veut dire que pour terminer, les violences exercées avec une totale mauvaise foi par des fonctionnaires de police sans qu'ils puissent relier ça à la riposte de violence illégitime, celles-là doivent être poursuivies et condamnées. La conclusion, parce qu'après je veux qu'on parle d'Emiliano Sala. Je pense que c'est bien qu'on ait découvert
dans un premier temps, effectivement, on a condamné, on l'a fait ici, on l'a fait dans pas mal d'endroits, on a condamné les violences des manifestants depuis les premières manifestations. Je crois que c'est bien qu'on découvre qu'il y a eu quand même aussi des bavures de l'autre côté. Je pense que la solution Castaner peut-être n'est pas la meilleure des solutions. Moi, ce qui me semble, c'est un manque d'entraînement probablement à l'utilisation de cette arme. Parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi. J'ai entendu dire, il faut être au moins à 10 mètres, 7 mètres. Et puis là, maintenant, ce matin, j'ai entendu, il faudrait être au moins à 40 mètres. Alors, je ne sais pas quelle est la vérité, mais il faut véritablement s'occuper de l'entraînement des policiers sur ce genre de manifestation. Vous connaissez très certainement Emiliano Sala depuis hier, puisque c'est ce joueur du SC Nantes qui était parti pour Cardiff. Et c'est absolument terrible ce qu'on a appris aujourd'hui, puisqu'il avait envoyé un message sur WhatsApp où il est dans l'avion, où il exprime sa peur. Et évidemment, lorsqu'on sait que cet avion n'a pas été retrouvé, il y a quelque chose de prémonitoire dans cette séquence qui est extrêmement douloureuse et émouvante. Je vous propose de l'écouter. Je suis dans l'avion. On dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux. Je vais vers Cardiff. Et on va voir si demain on commence les entraînements avec la nouvelle équipe. On verra bien. Comment allez-vous, mes frères? Tout le monde va bien? Si dans 1h30 vous n'avez pas de mes nouvelles, je ne sais pas si on va envoyer quelqu'un pour me chercher. Parce qu'ils ne vont pas me trouver. Mais bon, vous savez... Papa, qu'est-ce que j'ai peur? Papa, qu'est-ce que j'ai peur? Chacun est confronté évidemment à cette cruauté de la vie, à ces destins incroyables. Il quittait Nantes pour un meilleur club, pour mieux gagner sa vie. Il était au sommet de son art et il a disparu dans la Manche. Je voudrais qu'on voit ce sujet d'Arthur Lindon et notamment son père en Argentine. Sur les îles anglo-normandes, au milieu de la Manche, les gardes-côtes scrutent l'horizon. Les jumelles sur le nez, ils tentent de retrouver l'avion dans lequel Emiliano Sala se trouvait lundi soir. À plusieurs milliers de kilomètres de là, dans la petite ville de Progreso en Argentine, l'attente est insoutenable. Sa famille, impuissante, perd peu à peu espoir. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était dimanche. Il était très heureux, car il retournait dans un club plus important. Il aimait bien ça. Les choses se passaient bien, il jouait bien. Et cette nouvelle, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Emiliano Sala est le premier joueur de la ville à être devenu footballeur professionnel. Hier, la journée de stage pour les enfants au club local de San Martín a été annulée. C'est toute une ville qui est plongée dans l'inquiétude. Beaucoup de douleur et de tristesse dans l'attente de la bonne nouvelle qu'il soit en vie. Nous attendons toujours un miracle. On ne peut pas espérer autre chose. Emiliano Sala, l'ancien numéro 9 du FC Nantes et chouchou des supporters, a signé la semaine dernière un contrat avec le club de Cardiff. Après un passage au centre d'entraînement des Canaries pour dire au revoir à ses ex-coéquipiers, il se rendait au Pays de Galles quand l'avion dans lequel il était a disparu des radars. Bon, il n'y a évidemment pas grand-chose à dire. Tous les supporters de Nantes se sont réunis hier, enfin, quelques supporters de Nantes se sont réunis sur la place Royale, qui est la place traditionnelle où les Nantais célèbrent les titres de champions ou les victoires. Regardez. C'est important de nous réunir parce qu'il nous a rendu beaucoup de choses. Il a été là pour beaucoup de moments difficiles comme dans les bons moments. Donc voilà, on tenait à être là ce soir. C'était quelqu'un d'agréable à voir, très admiratif envers ses supporters. Il était tout le temps là pour prendre des photos, des autographes. Et c'est vrai que là, Nantes perd son champion. Il est très, très gentil, très fort. Et je suis baignée dans le FC Nantes depuis que je suis née. Et du coup, je suis très, très touchée. Bien, mais on en sait davantage d'ailleurs sur l'avion, puisque c'est un avion qui a été envoyé par le club de Cardiff. C'est un avion monomoteur, voilà, c'est un petit avion. Oui. Et donc effectivement, on peut s'interroger sur est-ce que toutes les conditions de sécurité et de prudence... Emiliano Sala, manifestement, il avait un doute en entrant et il dit j'ai peur. Et c'est tout à fait. Pendant en tout cas. Voilà. Et le club ne s'est toujours pas prononcé.
Ce qu'ils ont dit, ce qui est saisissant, c'est quand même la voix d'outre-tombe. Oui. Moi, je n'ai qu'un précédent, c'est les Américains qui étaient dans l'avion du 11 septembre. Vous savez, il y a un des 3 avions qui a été... Et le seul qui s'est écrasé sur le territoire américain. Et les gens ont téléphoné de l'avion, on a entendu les témoignages. Il y a eu un reportage, un film. Et c'est la première fois que j'entends un témoignage comme ça de quelqu'un qui va mourir et qui le sait, qui le sent et qui le sait. Et ça, c'est poignant. Ah oui. Je n'irai peut-être pas aussi loin que ça, parce qu'à première vue, il n'y a pas eu de message de détresse, etc. Donc j'ai l'impression que la catastrophe s'est produite. J'ai entendu l'intégrale. Il dit qu'il a peur. Lui, il dit qu'il a peur. L'avion vient de décoller, il a peur. Non, il sent qu'il y a quelque chose. Si dans 1h30, je ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il y a... Le journal avec Anne Seften et l'avion en fait avait voulu se poser sur Guernesey parce qu'il y avait sans doute un problème et c'est à 2100 mètres qu'on a perdu sa trace. Anne Seften est avec nous. Bonjour Anne, les informations du jour. Et bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le froid qui persiste, vous le savez, en France. Un nouvel épisode neigeux s'est abattu sur la France des Hauts-de-France aux Pyrénées. 22 départements ont activé leur plan grand froid, plan qui permet, vous le savez sans doute, l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri. Conséquence de ce deuxième épisode neigeux, 22 départements sont toujours placés par Météo France en vigilance orange neige-verglas. Ça concerne la moitié nord de la France. 4 départements des Pyrénées restent placés en vigilance avalanche. Soyez donc prudents si vous habitez les environs. Attention aux couches jetables pour bébés. Dans une étude, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte les fabricants sur les risques toxiques liés aux substances chimiques. Elle leur demande de supprimer les substances parfumantes qui peuvent notamment entraîner des allergies cutanées. Enfin, et vous en avez parlé Pascal, on est toujours sans nouvelles d'Emiliano Sala, l'ex-footballeur de Nantes qui avait pris place lundi soir à bord d'un petit avion de ligne pour rejoindre son nouveau club de Cardiff. Ce matin, les recherches ont repris. Dans une vidéo envoyée à ses proches, le footballeur exprimait ses craintes quant à la sûreté de son avion. Voilà Pascal pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Eh bien merci à tous, vraiment c'était un plaisir de passer cette heure et demie avec vous. Je remercie Laurent Capra qui était à la réalisation aujourd'hui, Grégory Possidalo qui était au son, David Tonnelier qui était à la vision, Marine Lançon bien évidemment, qui est toujours chaque matin avec nous comme Jeanne Cancard. C'est un plaisir de travailler avec elle. Merci à tous, l'info se poursuit sur CNews. Jean-Marc Morandini dans une seconde.